Bonjour à tous, bienvenue. Il est distingué comme étant l'auteur africain qui a exercé le plus d'influence sur le XXe siècle. Son nom est Cheikh Anta Diop. Mesdames et messieurs, vous avez peut-être déjà entendu parler de lui une fois. Mais qui est-il concrètement? C'est à cette question que nous allons répondre dans ce numéro de votre émission avec le professeur Alexis Adandé. Il est historien et archéologue de formation et actuellement à la retraite. Professeur Alexis Adandé, bonjour, bienvenue. Bonjour. Ça fait environ 2 ans que vous étiez dans cette émission. Nous vous disons bon retour alors. Merci. Alors, Cheikh Anta Diop, avant d'aller en détail sur qui il est, comme je l'annonçais, on peut préciser que personnellement, vous l'avez connu. Oui, je l'ai connu, mais dans des circonstances assez particulières. Je l'ai connu de nom très tôt, pendant mon enfance, puisque je suis né au Sénégal et Cheikh Anta Diop a très tôt marqué le monde culturel et scientifique du Sénégal pendant la période coloniale, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale. C'est beaucoup plus tard que j'ai pu le rencontrer en personne dans les années 70, en plus exactement en 1973, dans son propre laboratoire à Dakar, alors que je faisais des recherches d'archives à Dakar. J'en ai profité pour rencontrer le professeur Cheikh Anta Diop, qui n'était pas du tout difficile à rencontrer, bien au contraire. Donc j'ai pu avoir un entretien assez long avec lui dans son propre laboratoire. Et plus tard, plus exactement en 1975, il était à Cotonou dans le cadre de la réunion du comité scientifique de l'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO. On peut creuser un peu d'abord et dites-nous personnellement, qu'est-ce que vous avez gardé de lui? C'est une personne qui me marque d'abord à la lecture ses écrits. Effectivement, c'est étudiant en deuxième année, après avoir obtenu mon diplôme d'études universitaires d'études littéraires, DUL. Ça, c'était la première forme donc de diplôme que l'on obtenait à l'Institut, l'IUSB, l'Institut d'enseignement supérieur du Bénin. Et j'ai fait l'école de lettres à Lomé, tandis que les sciences se déroulaient à Porte-Nouveau, l'école de sciences se trouvait à Porte-Nouveau. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai eu l'occasion de lire pendant les vacances, en attendant d'aller dans une autre université, de lire pour la première fois Nation Nègre et Culture. Et là, j'avoue que ça a été une double découverte. La première découverte, c'est que je venais de comprendre que ce qu'on venait de m'enseigner comme étant le miracle grec n'était pas un miracle. En fait, c'était tout un autre cheminement historique qui a produit la civilisation grecque. Ça, c'était le premier choc. Le deuxième, j'apprenais en lisant Nation Nègre et Culture qu'il y a une discipline qu'on appelle l'archéologie, qui permet donc de documenter l'histoire depuis la préhistoire jusqu'à la période historique. Et c'est dans ce livre, alors que je venais de sortir les 2 premières années universitaires d'histoire, spécialité histoire, mais je n'avais pas entendu parler de l'archéologie. Donc c'est mon goût qui viendra plus tard pour l'archéologie remonte donc aux années 70, à la fin de mes études à l'école de lettres de Lomé. Parce que vous avez connu Cheikh Anta Diop. Oui, et j'en avais profité parce que je tenais à m'introduire à l'archéologie. J'avais profité pour faire des unités de valeur en archéologie, en initiation en archéologie et en initiation à l'histoire de l'art. Et ça, comme je disais tantôt, après avoir lu Nation Nègre et Culture. Alors, dites-nous, pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui entendent parler de lui, de nom, qu'est-ce qu'ils peuvent savoir de Cheikh Anta Diop? Ceux qui s'intéressent vraiment à l'histoire africaine ne peuvent pas ne pas
avoir rencontré Cheikh Anta Diop dans leur bibliographie et dans leurs études. Et je pense qu'il y a un problème très sérieux parce que quand, dans les années 75-76, nous étions ici au Bénin en train de préparer le renouvellement des programmes pour préparer ce qu'on a appelé par la suite l'école nouvelle. En fait, le pouvoir révolutionnaire, disons ça comme ça, avait décrété une loi d'orientation de l'école nouvelle. Et en tant qu'enseignants d'histoire-géographie, nous étions organisés. Et ça, c'est un autre aspect qui est désolant puisque cette organisation professionnelle n'existe plus ni au secondaire ni à l'enseignement supérieur. Et nous avions donc une association que nous avions héritée de nos aînés, justement, l'Association nationale pour l'enseignement de l'histoire et la géographie. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions été sollicités pour contribuer au renouvellement donc, de l'enseignement de l'histoire et la géographie dans le cadre de l'école nouvelle. Et nous avions profité du séjour donc des éminentes personnalités de l'histoire, de la recherche historique dans le cadre du comité scientifique de l'histoire générale de l'Afrique pour rencontrer donc des historiens comme Joseph Kizerbo et comme Cheikh Anta Diop. Et Cheikh Anta Diop a donné à cette époque plusieurs conférences et il a été extrêmement ouvert puisqu'on a eu des séances de travail de notre association avec lui. Et c'est lui qui nous avait actualisé sur les travaux qu'il avait faits et qui donc s'était développé sur la préhistoire, n'est-ce pas, et la confirmation que l'Afrique est le berceau de l'humanité, et mieux que l'homme moderne est issu donc de l'Afrique. Alors donc, il nous avait dit qu'il avait écrit en 1974 un ouvrage qu'il a intitulé « L'Antiquité africaine par l'image ». Et effectivement, c'était un manuel qui s'adressait aux enseignants et du secondaire et aux étudiants avancés. Donc, nous avons pris bonne note de ces informations-là, surtout que 1975 venait se dérouler une année plus tôt un congrès, je crois qu'on va en parler plus tard, n'est-ce pas, le fameux colloque du Caire de 1974. On retient que ce sont fondamentalement des anecdotes que vous nous rappelez. On jette un coup d'œil sur la toile, on voit Cheikh Anta Diop, né le 29 décembre 1923 à Caïtou et mort le 7 février 1986 à Dakar, est un scientifique de formation, historien, anthropologue et homme politique sénégalais. Il s'est attaché sa vie durant à montrer l'apport de l'Afrique et en particulier de l'Afrique noire à la culture et à la civilisation mondiale. On préfère bien s'attarder sur ces points-là. Parlez-nous de ses études. Bien, c'est depuis donc sa formation scolaire et particulièrement en tant que collégien que Cheikh Anta Diop a orienté donc sa préoccupation sur des domaines qui a priori paraissaient assez délicats, pas délicats mais surprenants pour un jeune africain. Mais c'est vrai qu'il faut rappeler, parce que vous avez dit qu'il est né le 29 décembre 1923, que nous avons commémoré donc il y a quelques semaines le centenaire de sa naissance, ce qui a donné lieu à plusieurs manifestations scientifiques. En décembre dernier. Oui, en décembre dernier, au Sénégal, son pays donc natal, et aussi au Bénin, puisque le centre Akanga, le centre de culture Akanga à Porte-Nouveau, n'a pas manqué de commémorer, entre autres, le centenaire de naissance de Cheikh Anta Diop. Il a fait d'abord des études coraniques dans son village,
parce qu'il était fils d'une famille maraboutique, donc une famille assez très religieuse. Et par la suite, le premier, dit-on, de sa famille, de sa grande famille, à être envoyé à l'école coloniale française. Il faut dire qu'à l'époque, dans les grandes familles maraboutiques, les grandes familles de chefs, il y avait une grande réticence à envoyer ses propres enfants dans le circuit de l'école française, qui avait une mauvaise réputation, n'est-ce pas, par rapport à la désorientation des jeunes. Il suffit de lire Hamidou Kane, l'aventure ambiguë, pour voir l'impact donc de l'école française dans la formation d'une certaine jeunesse dans les pays musulmans, au Sénégal, au Mali, etc. Cette situation exceptionnelle qui lui a été faite lui a donné une opportunité d'avoir une formation donc scolaire au lycée Faidherbe de Saint-Louis, parce qu'il faut rappeler, parce qu'à l'époque, dans les colonies françaises, il n'y avait pas ce genre de circuit secondaire comme il y en avait en France. Et ça s'explique parce que au Sénégal, Saint-Louis du Sénégal, Gorée, Rufisque et Dakar avaient un statut particulier. C'était des communes, n'est-ce pas, de droit français. Donc, ce qui fait que dans ces localités-là, il y avait un enseignement qui était pratiquement le reflet de l'enseignement dans la métropole, comme on appelait à l'époque la France métropolitaine, la France coloniale. Donc, ce qui fait que lui, il a pu bénéficier de cette opportunité d'aller au lycée d'abord de Saint-Louis, qui était réservé pour les citoyens. Mais Saint-Louis, c'était la première capitale de la colonie du Sénégal. Et ensuite, ça a été la première capitale de l'Afrique occidentale française. Okay. Mais ça a été de courte durée pour cette fonction-là, puisque après 1902, comme ça a été transféré à Dakar, qui est devenue la capitale fédérale de l'Afrique occidentale française. Mais Saint-Louis est resté la capitale du Sénégal jusqu'en 1957. Date à laquelle ça a été transféré. Donc, après avoir fait ses études à Saint-Louis, oui. Il a dû, pour des raisons qu'on ne va pas évoquer ici, parce que c'est, comme vous dites, anecdotique, mais c'est assez significatif. Mais vous pouvez nous préciser. Donc, il a eu un problème avec un professeur de maths français au lycée Faidherbe de Saint-Louis. Et il a été sanctionné, et pour qu'il n'y ait pas rupture dans ses études, ses parents ont tout fait pour qu'il puisse rejoindre Dakar, où il y avait également un lycée. Il faut rappeler que ces lycées, c'était pour les citoyens français. C'était donc pour les petits blancs, dont les parents étaient en colonie, et pour les Sénégalais nés dans les principales communes dont je viens de citer, la commune française. Et c'est à titre exceptionnel que certains indigènes, comme c'était le statut de Cheikh Anta Diop, pouvaient fréquenter donc ces établissements de formation secondaire. C'est comme ça qu'il a fini ses études à Dakar, donc et il a pu obtenir juste au lendemain de la deuxième guerre mondiale, il a pu obtenir juste donc en 1945 son bac, qui à l'époque portait le nom donc brevet de capacité coloniale. Et il a eu 2 bacs. Un bac en mathématiques, c'était sa voie principale. Puis en quelle année 1945. Juste au moment de la victoire de la France. Pas la France, de la victoire des Alliés, n'est-ce pas? Parce que quand vous dites la victoire de la France, vous devez savoir en tant qu'Africain que la France a été libérée en grande partie en ce qui concerne les forces de son empire
par des tirailleurs, n'est-ce pas, sénégalais, dits sénégalais. Oui, parce que pour la plupart, ils sont tous des Africains. Des Africains noirs. Okay. Et puis, il y avait aussi les Spahis, n'est-ce pas, d'Afrique du Nord, des tirailleurs donc d'Afrique du Nord, c'est-à-dire les Goubis du Maroc et de Tunisie. Ce sont ces forces-là. Et il ne faut pas oublier que la capitale de la France libre au moment où l'État de Vichy, n'est-ce pas, avait pris la place de la République française lors de la défaite de 1940, c'est le gouverneur Félix Éboué, donc du Tchad, qui a reçu le général de Gaulle. Ça, c'est une histoire dans une autre. C'est une histoire dans une autre. C'est important de le rappeler parce que souvent, on ne comprend pas ce qui s'est passé. En fait, donc, pour revenir à Cheikh Anta Diop, il a pu obtenir donc un double bac, un bac scientifique et puis après un bac à la session suivante, puisqu'il y avait 2 sessions. Okay. Donc, il a eu le bac en philosophie, si vous voulez. C'est-à-dire le bac de lettres. Voilà. Donc, il a eu double bac. Après ça, il a continué les études en France. Mais une chose nous intéresse, on veut bien savoir la raison principale pour laquelle il a quitté l'école Saint-Louis. Je vais te l'évoquer tout de suite. J'ai dit que le problème qu'il a eu avec le professeur de mathématiques. Il a eu un problème avec un professeur de mathématiques. Oui, vous n'avez pas précisé le problème. Oui, en fait, il faut rappeler que le racisme était une façon d'agir très courante dans les colonies françaises. Bon, c'est pas seulement les colonies françaises, bon, ça c'est sûr. En tout cas, pendant les périodes coloniales, et dans les colonies françaises en particulier, le racisme était une marque assez forte. Alors, il suffit de l'analyser les villes coloniales. Les colons habitaient géographiquement une zone ségrégée, c'est-à-dire tout le monde ne pouvait pas aller dans la ville habitée par les colons. Une zone bien aménagée comparativement à d'autres. Comme ça, et au Sénégal en particulier, comme en Côte d'Ivoire d'ailleurs, quand Abidjan deviendra par exemple la capitale de la Côte d'Ivoire, ce sont des zones qu'ils appellent les plateaux. Les zones plateaux, il y a le plateau à Dakar, il y a les plateaux à Abidjan, c'est-à-dire des zones qui, du point de vue, comme il disait, d'hygiène, permettaient assez aérés et évitaient d'avoir les miasmes, donc qui favorisaient toutes sortes de maladies, malaria, fièvre jaune, etc., etc. Donc, le racisme était assez marqué, hein, parce qu'il ne faut pas oublier, notre jeunesse ne le sait pas, c'est pour ça qu'il faut le rappeler quand même. Allez-y. Que la société coloniale était scindée en deux. Il y avait donc, comme disent les Ivoiriens, les en haut d'en haut, c'est-à-dire les Blancs, et avec, ils avaient les Libanais et autres quand ils ont fait venir par la suite les commerçants libanais, mais en haut d'en haut, le commandement, n'est-ce pas, était essentiellement blanc. Et puis, il y avait les instituteurs, le commandement de l'armée coloniale, etc., essentiellement blanc également. Puis ensuite, il y avait les indigènes. Mais intermédiaire entre les indigènes, la masse des indigènes, n'est-ce pas, qui était sous ce qu'on appelait le code de l'indigénat. Et ça, c'est important de le noter parce que le code de l'indigénat était terrible puisque c'était le correspondant de ce qui existait dans les colonies d'Amérique pendant la période d'esclavage, le code noir. Et ça donnait un statut pratiquement de chose à la force de travail et donnait des droits exorbitants aux colons. On chosifiait à la limite ceux qui étaient appelés les indigènes. Voilà. Et jusque dans les années 40, puisque Cheikh Anta Diop s'est retrouvé devant ce cas-là et il n'a pas pu accepter les brimades de son professeur, donc, et il a réagi. Le professeur était un blanc.
Oui. Un blanc, un Vous colon. savez, il faut rappeler que l'essentiel de l'encadrement du système éducatif était des blancs. Au niveau, surtout secondaire, c'était essentiellement des enseignants blancs. Et c'est au Sénégal que les premiers noirs sont apparus, n'est-ce pas, comme Senghor, des trucs, mais c'est dans la pratiquement la deuxième moitié du siècle, du XXe siècle. Donc, auparavant, c'était essentiellement des blancs. C'est l'enseignement primaire que c'était des hommes, mais comme vous le savez, l'enseignement des jeunes filles était généralement séparé de l'enseignement des garçons. Il y avait quelques rares écoles mixtes, mais l'enseignement des jeunes filles était essentiellement délivré par des institutrices blanches. Ce qui fait que la plupart des écoles où il y avait donc des classes pour les filles, c'était dans les écoles urbaines. Dans les écoles urbaines ou les écoles régionales. Parce qu'il y avait une façon de graduer. Il y avait les écoles rurales, puis il y avait les écoles régionales et les écoles urbaines. Il reste des vestiges à Port-Nouveau, l'école urbaine centre. Bon, je crois que malheureusement, c'est en train d'être défiguré. Rénové complètement. Oui, mais je pense que c'est quand même un patrimoine et qu'il faut quand même laisser quand même certains témoignages de certaines périodes. Pour la postérité. Exact. Oui, allez-y. Donc, pour revenir à Cheikh Anta Diop, en 1945, donc, il a son bac, mais la France n'est pas encore dégagée, donc il a dû... Non, vous le permettez, concrètement, nous recherchons toujours la crise qu'il y a eu entre lui et le professeur. Parce que oui, il n'était pas d'accord. Est-ce que c'était suffisant pour Non, il y a eu plusieurs accrochages. Puis, vous savez, l'arbitraire était une caractéristique de la période coloniale. Souvenez-vous du sort qui a été celui du premier institut, un des premiers instituteurs dahomiens, Louis Oncarin, n'est-ce pas? Il a été formé justement à Saint-Louis, n'est-ce pas? C'est la première promotion des instituteurs indigènes qui a été formé à truc. Et vous savez, quand il est revenu pour enseigner au Dahomey, à Ouida, il s'est confronté aussi à un directeur blanc qui était vraiment arbitraire. Bon, je ne vais pas dire le truc, mais il a eu des problèmes. Mais vous savez, ça nous intéresse pour l'édification, surtout de la génération actuelle. Bon, si vous voulez, c'est pas un secret, puisque oui, allez-y. Pour Cheikh Anta Diop, c'est l'arbitraire d'un professeur avec qui il ne s'est pas entendu du tout. Et lui, ne supportant pas les airs de supériorité. Sur quel point Sur des problèmes tout à fait scolaires. Et puis de relations humaines. Des personnes qui sont strictes sur leur dignité, même jeunes, qui n'acceptent pas qu'on les traite comme moins que rien. Et qui veulent démontrer qu'il est pratiquement nul, alors qu'en mathématiques, on ne peut pas s'amuser à faire de la subjectivité. C'est très difficile. Bon, mais comme il est le professeur, il a eu le dessus. Comme ça a été le cas entre Louis Oncarin et son directeur, le premier directeur qu'il a eu à Ouida, je suppose du Ouida, il y a eu des confrontations et le directeur a eu le dessus et il a été radié. Donc, il y avait l'arbitraire. Et selon la personne, aussi bien Louis Oncarin qui avait une grande... se permettait, on ne peut pas le rendre indigne, il avait une dignité très, très forte, très marquée, et ensuite, il avait adhéré parce que vous constaterez que l'enseignement colonial avait une certaine bivalence. Il y avait les vainqueurs républicains, fraternité, comment ils appelaient ça? Liberté, la devise de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité. Bon. Et ça, c'est ce qu'on enseignait comme morale et autres valeurs. Mais dans la pratique,
Les élèves découvraient qu'il y a le contraire. Et tout à fait, avec le code de l'indigénat qui frappait leurs parents. Travail obligatoire, etc. La chicotte, n'est-ce pas? Manigolo, comme on appelait aussi dans la zone sahélienne, cette chicotte, qui partait très facilement. Alors quand tu vois le contraste, au point de vue de la formation de la conscience donc historique, cette période a été très marquante pour Cheikh Anta Diop. Ok, alors nous allons revenir sur le parcours universitaire de cet homme, son parcours universitaire, et profiter pour parler de ses œuvres dans notre prochain numéro. Bien, nous allons mettre un terme à cette première partie de notre émission, notre histoire sur Cheikh Anta Diop, 100 ans après sa naissance. Est-ce que vous avez un mot de fin? Bon, un mot de fin, disons de transition. En fait, comme nous allons l'approfondir dans la deuxième partie, Cheikh Anta Diop, un savant qui a apporté une contribution, comme vous l'avez dit à l'entame, une contribution qui a été reconnue, heureusement d'ailleurs, lors du Festival mondial des arts nègres en 1966. Et parmi les personnes qui ont tenu à ce que cette reconnaissance lui soit délivrée, il y a Aimé Césaire, le fameux poète et maire député donc de Martinique. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes professeur Alexis Adandé. Vous êtes historien et archéologue de formation. Vous êtes actuellement à la retraite. Merci d'avoir été dans ce numéro de Notre Histoire. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette partie de votre émission sur Cheikh Anta Diop. Merci à vous de l'avoir suivi. Notre Histoire, c'était avec Virgile Awancet, Samuel Rundior et à la conduite, Edouard Nyansounou. On se retrouve la semaine prochaine.